Mais au début de l'année 1804, il paraît clair que les canons français ne suffiront pas à protéger les travaux. Installés sur l'île d'Aix et à la pointe des Sommonards, les batteries ne peuvent pas atteindre la longe de Boyard. Mais le vrai problème est encore ailleurs. L'ennemi numéro 1 de ce chantier, ce sont les tempêtes en hiver, qui viennent disperser tous les cailloux qu'on a déversés sur le banc de sable, et il faut tout recommencer, quoi. Donc c'est vrai qu'être responsable d'un chantier pareil, avec un patron qui s'appelle Napoléon, c'est pas forcément facile, quoi. Donc ça va pas mal se succéder, il va y avoir pas mal de démissions, en effet. Malgré les difficultés, à la mi-mai 1804, un bloc de plus de 7 mètres, tiré de l'île d'Aix, est coulé sur le banc de Boyard au centre du futur fort. Il est muni d'une balise en fer afin de servir de point de repère. À la fin de l'année 1804, 10 000 mètres cubes de pierre, équivalent à plus de 20 000 tonnes de matériaux, le poids de 454 semi-remorques, ont été déversés sur la longe. On a un chantier qui, finalement, va évoluer au rythme des marées. À marée haute, on vient immerger des blocs de pierre. À marée basse, on vient débarquer des ouvriers pour qu'ils puissent agencer ces blocs de pierre, les déplacer, faire en sorte qu'ils soient le mieux organisés les uns par rapport aux autres. On va également essayer de les solidariser avec des appareillages en fer, des chaînes, des feuillards de fer. En 1805, 26 000 mètres cubes ont été déversés. L'année suivante, 16 000 mètres cubes renforcent encore l'enrochement, qui apparaît désormais nettement à marée basse. La construction de la première assise débute avec des blocs de 3 mètres cubes. Plus de 6 tonnes. Une première assise apparaît. Mais les blocs qui la composent sont balayés comme des fétus de paille au cours d'une tempête au mois d'octobre 1806. L'enrochement est bouleversé. Durant l'hiver 1807, les ingénieurs constatent que les 60 000 mètres cubes de pierre acheminés sur place s'enfoncent. L'assise disparaît. Et très vite, finalement, on se rend compte que le chantier est titanesque. Et puis, on construit ces fondations du Fort Boyard comme on avait pu construire les forteresses littorales au temps de Louis XIV, c'est-à-dire sous la pression des Anglais. Et tout ça entraîne des retards assez considérables. Les moyens manquent. La guerre administrative entre civils et militaires bat son plein. Le chantier traîne en longueur. Certains bateaux sombrent avec leur chargement et leur équipage avant même d'avoir atteint le chantier. L'enrochement artificiel s'avère des plus instables. Les courants marins le soumettent à rude épreuve. C'est un peu le mythe de Sisyphe, il faut sans cesse recommencer. La pierre qui est arrivée en haut, quand on revient la fois suivante, elle est à nouveau arrivée en bas. Construire un fort en pleine mer, c'est compliqué, parce qu'il faut acheminer tout sur place, parce qu'on est soumis aux marées, mais aussi parce que les tempêtes emmènent l'essentiel du travail réalisé. Et pendant des mois, on va acheminer des pierres et qui, en une nuit, peuvent être dispersées tout autour du banc de sable. C'est presque un symbole de la volonté de l'État d'être plus fort que la nature. Et Napoléon, ça, c'est lui le plus fort, quoi. Comme Louis XIV était aussi le plus fort, sauf que face aux forces de la mer, même Napoléon, il va devoir composer. Au mois d'août 1808, Napoléon vient en personne constater le retard pris par le chantier. Il vient voir le chantier de Boyard. Et il peut aller sur l'enrochement, ce qui veut dire qu'il était déjà suffisamment avancé pour qu'à marée basse, on puisse y poser un empereur, ce qui est quand même déjà un signe. Et il va accepter donc la réduction du format du fort, à peu près de moitié. En revanche, il valide l'architecture générale du fort. Il faut construire un fort qui aurait l'aspect d'un vaisseau de guerre de 74 canons environ, un vaisseau avec 3 ponts, 2 ponts couverts, un pont supérieur sur lequel on disposerait aussi de l'artillerie. Ce serait un fort donc, qui aurait la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, légèrement allongé avec les 2 extrémités arrondies. Voilà, il valide l'ensemble du projet. Le chantier se poursuit jusqu'au printemps 1809, où, une énième fois, les Anglais sont présents au large de l'île d'Aix, dans la mer des Pertuis. 1809, l'année terrible pour le projet Fort Boyard. Le 1er avril, 2 navires anglais surprennent les ouvriers engagés sur l'enrochement de Fort Boyard. Ils parviennent facilement à les chasser et font débarquer des hommes qui saccagent le chantier. Comme prévu, les canons français de l'île d'Aix et de la pointe des Sommonards sont impuissants à les atteindre. Mais le plus grave est à venir.
Le 11 avril, 76 navires battant pavillon anglais approchent de l'île d'Aix et viennent s'ancrer sur la longe de Boyard. En face, les Français n'alignent que 12 vaisseaux et 4 frégates qui bloquent l'accès à la rade mais sont incapables de manœuvrer. Les Anglais chargent 50 navires d'explosifs et les lancent droit sur la flotte française. C'est le drame. Les brûlots enflamment les navires français qui finissent par s'échouer. À la suite de cette déconvenue magistrale, Napoléon va décider d'ajourner le chantier du Fort Boyard parce qu'il est désormais établi qu'on est dans l'impossibilité finalement de conduire ce chantier en sécurité. Les Anglais sont les maîtres partout. Pour protéger Rochefort, Napoléon entreprend donc la construction de 2 forteresses plus modestes. Le fort Hennette, implanté entre les îles d'Aix et la presqu'île de Fouras, et le fort Liédo. Un véritable complexe défensif bâti sur l'île d'Aix. Mais l'empereur ne sera pas le maître d'œuvre du fort de la Longe de Boyard. Les travaux sont définitivement suspendus le 31 décembre 1809. Ils auront coûté 3,5 millions de francs, plus de 7 millions d'euros dépensés en pure perte. Malgré ces coûts astronomiques, on pourrait croire que le projet serait définitivement abandonné. Erreur. Le projet Fort Boyard est loin de tomber dans l'oubli. Même si plusieurs rois et un empereur s'y sont cassés les dents, un nouveau souverain, Louis-Philippe, pense achever en beauté les travaux entrepris par ses prédécesseurs. Mais peut-il réussir là où tous les autres avant lui ont échoué ? Au milieu du XIXe siècle, un événement favorise la poursuite et l'avancée des travaux sur la Longe de Boyard, la révolution industrielle. Le chantier réouvre ses portes en 1841. Sur place, à marée basse, émerge encore un stock de pierres de taille battues par les flots. On a désormais des ingénieurs hydrographes qui sont capables de créer des cartes très précises. Et on va se rendre compte que le récif artificiel qui avait été aménagé en 1809, il s'est enfoncé. Ce n'est pas forcément étonnant, puisque la Longe de Boyard, c'est du sable. Il s'est enfoncé environ d'1,50 m par rapport aux indications qu'on avait en 1809. Donc ça veut dire que si on veut relancer le chantier, il faut repartir de là où on vient. C'est-à-dire il faut à nouveau apporter des matériaux, parachever le récif artificiel avant de pouvoir se projeter dans la construction du Fort Boyard. Techniquement, il faut d'abord aplanir la surface de l'enrochement. Des murets d'1 mètre de haut sont réalisés au moyen de sacs de toile remplis de ciment hydraulique formant des caissons. Ces caissons de 8 mètres cubes sont remplis de béton et de chaux hydraulique et recouverts de ciment à prise rapide. Cette structure alvéolaire artificielle est renforcée par une risberme, sorte de ceinture de pierre de 2 mètres de large, elle-même entourée d'énormes blocs en pierre de 15 mètres cubes. Il est ensuite prévu de réaliser une base en pierre de taille jusqu'à 2 mètres au-dessus des plus hautes mers. Cette structure doit mesurer 65 mètres de long sur 35 mètres de large. On dispose heureusement de nouvelles technologies, comme des mortiers hydrauliques, des chaux hydrauliques, qui vont avoir la capacité, la possibilité de prendre très vite, notamment le temps d'une marée basse, et puis de ne pas se désolidariser des pierres lorsque la marée haute arrive et que le chantier est submergé. Et puis on a une usine qui se met en place à Boyardville, et on recommence à héberger des ouvriers pour le chantier, et on recommence cette alternance, immersion de blocs à marée haute, transport d'ouvriers à marée basse pour aller organiser les pierres et puis couler le mortier. On a véritablement une relance du chantier sur les bases de 1807, 1808, 1809, mais